Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec, pour m'accompagner jusqu'à 20h, Gilles William Goldnadel. Oui. Bonsoir maître, bonsoir Lulle Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de Nice, vice-président du parti Horizon, je le disais. Il y a un indice ce soir, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais bon, vous, à Horizon, par l'intermédiaire d'Édouard Philippe, qui est donc le chef à plume en chef, a dit que ce qu'il fallait, c'était le départ d'Emmanuel Macron maintenant. Pourquoi ? Alors d'abord, il l'a exprimé, nous l'avons exprimé, puisque c'est un choix que nous avons partagé autour d'Édouard Philippe et le bureau politique d'Horizon. On a, depuis cette erreur majeure de la dissolution de 2024, qui nous a plongé dans un chaos épouvantable, tout fait pour que ce chaos n'éclate pas et n'arrive pas au morcellement des partis tels qu'on les mesure depuis quelques jours. Je dirais même que heure après heure, nous voyons ce morcellement s'amplifier. Vous dire c'est raté. Oui. Vous avez tout fait, mais c'est raté. Donc nous arrivons à une situation où notre pays n'a pas de budget et est sur le point de ne pas en avoir. Donc nous avons tout fait pour, dans le socle commun, veiller à ce qu'il n'y ait pas de chaos, qu'on arrive à avoir un budget. On n'y arrive pas. Et aujourd'hui, nous disons au président de la République, alors que le pays a besoin de réformes profondes, urgentes, vous imaginez attendre jusqu'à 2027 parce que nous n'aurions pas de budget aujourd'hui pour réformer la sécurité, la lutte contre le narcotrafic et le narcobanditisme, la réforme des retraites, les problèmes liés à la transition, la santé, l'éducation, etc. On ne peut pas se permettre d'attendre. On a besoin aujourd'hui de regagner des parts de souveraineté importantes dans notre pays. Donc, nous voulons une solution qui permette au président de dire, bon, je donne un calendrier, je veille à ce que, de manière technique, il y ait un budget, et en même temps, sur la base de ce calendrier, parce que la Constitution qu'a voulu le général de Gaulle, c'est aussi une exigence de respect de l'intérêt général. Mais vous aussi, conduisent à ma démission. Il y a le fond et la forme, Christian Estrosi. Vous-même, vous avez, à un moment donné, quitté la famille politique des Républicains pour aller auprès d'Emmanuel Macron. Il y a le fond et la forme. Édouard Philippe l'annonce sur une radio ce matin, le fait que, effectivement, sire, nous sommes désolés, nous avons tout fait pour vous préserver, mais là, il est temps de partir. Pourquoi ne pas lui dire directement ? Pourquoi le faire par médias interposés ? Il n'écoute pas Emmanuel Macron ? Je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que tout ça, c'est des symptômes. C'est pas le fond du problème. Je suis pas sûr, mais... Non. Tout ça, ce sont les symptômes qui découlent de toutes les erreurs qu'a pu commettre Emmanuel Macron depuis la dissolution et même un peu avant la dissolution. Donc ça veut dire qu'il n'écoute plus. Vous dites que j'ai quitté les LR. Je n'ai pas quitté les LR de mon plein gré. Je vous rappelle que c'est... un certain, aujourd'hui, président de l'UDR, qui a voulu assassiner sa famille politique, ma famille politique, pour embarquer tout le monde au Rassemblement national, qui a veillé à ce que je quitte les LR. Je suis RPR, je suis UMP, et j'ai été fondateur des Républicains avec Nicolas Sarkozy. Voilà, on a dénaturé l'histoire de ma famille politique. Aujourd'hui, je suis heureux au moins d'une chose, c'est que la manière dont nous avons travaillé avec les LR, avec Bruno Retailleau notamment, depuis à peu près un an, nous a permis aujourd'hui, entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau, vous me parlez de vous, moi je vous parle du président de la République. De nous retrouver dans ce gaullisme. Pardonnez-moi, avec le respect que je vous dois, je vous parle du président de la République, je vous parle pas de vous. Donc, il n'écoute pas le président de la République quand on lui parle ou quand on essaye de lui parler. Expliquez-nous, expliquez aux éditeurs d'Europe 1 qui sont très nombreux à cette heure-ci, comment ça se passe le dialogue avec le président de la République malgré toutes les erreurs qu'il a faites. Je ne suis pas là pour rentrer dans ces histoires de personnes.
naturellement, je fais partie de ceux qui ont quelquefois eu l'opportunité d'expliquer des choses au président de la République, dont il n'a jamais tenu compte. Voilà, c'est une information. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand même notre pays. Notre problème, c'est la France, pardon. Oui, c'est lié. Je suis comme des millions de Français aujourd'hui épuisés, consternés, tristes de voir l'état de mon pays qui se dégrade presque d'heure en heure. Aujourd'hui, nous sommes menacés par l'effondrement des marchés. Nous voyons la bourse qui s'écroule. Nous voyons. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais hier c'était les taux d'intérêt qui ne cessent de monter et les Français qui sont au cœur d'une inquiétude majeure. Jules Torres, Monsieur Estrosi, est-ce que vous ne croyez pas que vous-même, vous n'avez pas quitté les Républicains en 2024, vous avez quitté les Républicains en mai 2021 pour créer une plateforme appelée la France Audacieuse avec Hubert Falco et Renaud Muselier pour préparer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022. Est-ce que vous ne considérez pas que vous-même, Édouard Philippe, qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, avez une part de responsabilité majeure dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez fait une pleine confiance à un président de la République qui a cassé la machine ? J'ai accordé à Emmanuel Macron, et je n'en ai pas honte, bien au contraire, lorsqu'il a fait des réformes qui, en matière libérale, en matière d'économie de marché, en matière d'offres, sur la baisse de la fiscalité des entreprises et autres, sur la période, je dirais, 2017, 2021, 2022, a été une gouvernance dans laquelle je me suis reconnu. Et en tant que maire d'une grande ville de France, je ne vais pas dire aujourd'hui que pendant cette période, ma ville n'a pas non plus été aidée sur des projets majeurs. Je suis un maire, je ne suis pas un parlementaire. J'ai d'abord à apporter du bien-être à ma population sur ces grandes infrastructures, hôpitaux, grand hôtel de police, vidéosurveillance, voilà. Sécurité, et sur tous ces sujets. Voilà. Et puis en 2022, il y a un retournement total de politique dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus, et à partir de là, 2022, les choses deviennent plus compliquées. C'est sur le deuxième quinquennat. Ça fait au moins depuis plus compliquées. Ça fait au moins depuis 3 ans que vous voyez cela. Naturellement que je vois cela. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons une situation de quasi-faillite de notre pays où, sur certains sujets structurants de ma ville, dont la maîtrise d'ouvrage doit être assurée par l'État, je suis obligé de faire des avances parce que l'État français n'est pas en mesure de faire face au financement des chantiers et des projets, et c'est moi qui suis obligé de m'y substituer et de devenir le créancier de l'État. Voyez un peu l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes à la veille, avec tous les maires de France, de devoir préparer nos budgets pour 2026, et nous n'avons aucune donnée qui nous permette, de la part de l'État, de pouvoir établir, alors que nous sommes les derniers pôles de stabilité dans notre pays, où nous sommes encore capables de protéger les Françaises et les Français. Et en plus, vous avez des municipales qui arrivent au galop, qui seront peut-être télescopées par une dissolution et donc des législatives. Monsieur Goldnadel. Non, moi, alors, d'abord, je ne veux pas du tout instruire un procès en responsabilité c'est pas le moment. À notre invité, mais je voudrais entamer une sorte de discussion psychologique. Moi, M. Macron ne m'a jamais inspiré, je vous le dis franchement, la moindre confiance pour des raisons presque psychologiques. Aujourd'hui, il y a un problème de légalité. S'il ne veut pas partir, il ne peut pas partir, et on se garderait bien de l'obliger à partir. Est-ce que vous pensez que sur le plan psychologique, le fait de l'inviter à partir peut déclencher chez lui un début de réflexion, peut-être voir que de toute manière, il n'aura plus aucune satisfaction narcissique à rester là où il est. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Mais nous avons un positionnement aujourd'hui à avoir. Vous savez, moi, je suis un homme libre. Oui. Et c'est ma force. Vous me dites LR, machin, tout ça, c'est encore une fois des choses qui insupportent les Françaises et les Français quand ils voient le spectacle qui est offert par les partis politiques aujourd'hui. Donc, l'homme libre que je suis, qui a choisi de soutenir le président de la République qui, en
en 2017 ou en 2018, faisait des réformes économiques qui allaient dans un sens où tout le patronat aujourd'hui reconnaît qu'à cette époque-là, les réformes ont été bonnes. Eh bien, je l'ai soutenu. Lorsque nous sommes arrivés sur une phase où nous n'avions plus des réformes qui allaient dans le sens de l'homme de droite que je suis, du gaulliste que je suis, social et libéral à la fois, eh bien, naturellement, j'ai commencé à ne plus me reconnaître dans cette politique. Je suis dans la droite ligne de ce que j'ai toujours été au RPR, à l'UMP, au LR, et aujourd'hui, avec Horizon que j'ai bâti avec Édouard Philippe, où nous nous inscrivons dans cette lignée du gaullisme social et libéral, et même une part de souverainisme, parce que vous savez que je ministre ma ville aujourd'hui avec la main droite extrêmement ferme en matière de sécurité et d'autorité, et en même temps la main gauche assez ouverte en matière d'accompagnement de mes entreprises, du pouvoir d'achat des salariés, de l'accompagnement social que nous avons à apporter à ceux qui sont notamment pour nos plus âgés et nos plus anciens dans des situations extrêmement précaires. Allez, donc c'est 19h27. ça, ce juste équilibre que j'ai toujours défendu. Christian Estrosi est l'invité politique d'Europe 1 Soir. On revient dans un instant, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, Jules Torres du JDD, notre invité, Christian Estrosi, maire de Nice, vice-président d'Horizon. Jules Torres. Oui, monsieur Estrosi, on est en train de voir quand même avec cette séquence politique la disparition totale du macronisme, et à ce titre-là, la position d'Édouard Philippe de ce matin de demander une élection présidentielle anticipée l'illustre parfaitement. On assiste à une séquence donc de clarification, et on voit même que la droite, Roger Karoutchi par exemple, qui vous dit aujourd'hui que dans le cadre d'une dissolution et d'élections législatives, il faudrait faire barrage à la France insoumise, même avec un bulletin RN. Ce matin, sans état d'âme. Ce matin, Bruno Retailleau dit chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews qu'il faut faire barrage au PS absolument face à un candidat RN-UDR. Quelle est la position d'Horizon dans une telle configuration ? Justement, notre position pour ne pas être confronté à ce choix, c'est aujourd'hui la démission du président de la République. Parce que la démission... écoutez, la pire des choses serait une dissolution, parce que une dissolution, ça nous conduirait à quoi ? À 3 blocs ? Vous le savez très bien. Mais non, pourquoi est-ce que tout le monde dit ça ? En tout cas, pourquoi est-ce que tout le monde dit ça ? Ici, c'est pas à tout le monde que vous adressez, c'est à moi et à mon intime conviction, selon laquelle nous n'aurions aucune majorité absolue. À partir du moment où une dissolution nous entraîne de nouveau vers la situation que nous connaissons aujourd'hui, eh bien... Mais le Front républicain ne marchera pas de la même façon. Aujourd'hui, il y a qu'un intérêt, c'est celui de la France, c'est celui des Français qui n'en peuvent plus, qui sont exaspérés de voir le spectacle que les partis et les hommes politiques offrent dans ce pays. Mais on est tous exaspérés, monsieur Estrosi. Oui, mais vous êtes tous exaspérés. Et on fait partie des Français. Et moi, qui suis maire d'une grande ville, j'en peux plus de pas avoir la police qui, lorsqu'elle interpelle ou lorsqu'elle se fait insulter, ne voit pas mais ça répond pas les sanctions qui doivent être prises. Vous savez très bien que aujourd'hui, s'il y a des élections législatives, ramenées. S'il y a des législatives, il n'y aura pas de Front républicain comme il y a eu la dernière fois. Ça ne marchera pas de la même façon. Les Français se sont prononcés dans plusieurs sondages. Moi, je vous dis que nous devons éviter d'avoir On n'aura pas les mêmes 3 couloirs de nage qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée. Une dissolution de l'Assemblée nationale nous conduirait aujourd'hui à une situation intenable, parce que nous serions exactement dans les mêmes fractures et nous n'aurions aucune majorité absolue. Voilà pourquoi... Gilles William. Sincèrement, parlons cash. Dans l'exemple qui vous est donné, en quoi ça vous gêne ? Je vous parle au premier degré, je ne suis pas un grand stratège. En quoi ça vous gêne de dire aujourd'hui, maintenant, qu'il n'est plus question de favoriser d'une quelconque manière le parti antisémite ? En quoi c'est gênant ? Le parti antisémite. Je parle de la France insoumise. Entre un candidat de la France insoumise... Vous me dites ça à moi ? Non, mais je vous pose la question. Laissez-lui poser la question. Non, mais je vous pose la question. William Goldnadel. On vous donne le choix, monsieur.
entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Vous faites quoi? Elle n'est pas compliquée, ma question. Je veux que LFI soit exclu de la vie politique française. Purement et simplement, je l'ai suffisamment dit, aujourd'hui, les propos de M. Mélenchon, sa posture, comme celle de Mme Rima Hassan, auraient dû conduire à ce que des procédures soient engagées contre eux, là où ils sont engagés contre d'autres, qui sont traduits devant des tribunaux pour antisémitisme, pour racisme, pour insulte tout simplement aux valeurs de la République, et ils ne devraient plus appartenir à ce qui constitue aujourd'hui des représentants de la nation. Mais vous répondez pas. Je suis très clair. Christian Estrosi, imaginez en 27, il y a un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen, vous votez pour qui? Nous n'aurons pas de deuxième tour. Je sais, il n'y a rien d'évident en politique et vous le savez mieux que moi. S'il y a un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, vous votez pour qui? Jamais pour Mélenchon, d'accord? Mais nous allons nous battre pour ne pas avoir aussi tout le volet de gauche du Rassemblement national, tout le volet de gauche sur les 35 heures, sur les retraites où nous avons une position diamétralement opposée. Vous vous rendez compte, l'Allemagne est en train de proposer qu'on passe les retraites de 67 à 69 ans. Donc vous votez ni l'un ni l'autre. On a des désaccords Il y a une petite préférence pour Marine Le Pen. On comprend que vous n'allez pas. Vous ne voteriez pas en chantant. On a compris. Mais si vous devez choisir, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. Aujourd'hui, je vous dis que nous avons besoin d'avoir une élection présidentielle qui nous permette de dégager derrière une majorité présidentielle qui nous permette de faire les réformes dont notre pays a besoin. Et les réformes dont notre pays a besoin ne sont proposées ni par LFI, ni par le RN. Vous êtes un homme de droite. Oui, je suis un homme de droite et je veux que la droite l'emporte. Vous avez fondé le parti Les Républicains, vous avez dit tout à l'heure, avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit une grande interview au Figaro il n'y a pas très longtemps où il disait que oui, le RN est dans l'arc républicain. Est-ce que ça change quand même quelque chose? Mais moi, je vais vous poser une question. Vous êtes pour moi, je ne suis pas responsable politique. Vous êtes pour la taxe Zuckman? Je ne suis pas responsable politique. Vous êtes pour la taxe Zuckman? Non mais pardon, monsieur Estrosi, mais lors des dernières élections législatives, Horizon s'est retiré pour faire élire des députés de la France Insoumise. Je ne veux pas voir mon pays plonger économiquement là où il a besoin de retrouver des parts de souveraineté, retrouver une grande politique d'innovation industrielle, pour moi qui étais ministre de l'Industrie pendant la crise des subprimes. De la taxe Zuckman? Est-ce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella vous parlent de la taxe Zuckman? Ben oui, je vous signale que lors de la commission des finances, ils ont laissé passer la taxe Zuckman. Ils ont laissé passer à la commission des finances, Monsieur Estrosi, très clairement. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils disent qu'ils sont pas pour, et quand ils sont au Parlement, ils la laissent passer. Vous pouvez parfaitement considérer que le RN a une politique quasi socialiste. On est d'accord, mais vous pourriez dire qu'entre les deux, la mort dans l'âme, vous voteriez pour le RN par rapport aux Insoumis. Pour bloquer les Insoumis. Pour bloquer le parti antisémite, comme le dit Gilles William. Quand ce choix est celui-là. Le maire d'une grande ville que je suis, d'accord, considère aussi qu'on n'a pas à se jeter à pieds joints sur la première question qui vous est posée de cette manière. J'ai 30 ans de vie publique derrière moi et j'ai toujours essayé de convaincre. Et j'ai toujours convaincu à toutes les élections que j'ai eu à affronter, que ce soit des cantonales, que ce soit des municipales, que ce soit des régionales, que ce soit des législatives, j'ai toujours réussi à convaincre, y compris dans des positions extrêmement difficiles, et notamment face à Marion Maréchal Le Pen, lorsque j'ai gagné ma région en 2015. Avec le soutien de toute la gauche. Donc aujourd'hui, je dis les choses très clairement. La force de l'homme politique engagé, c'est de savoir convaincre. Et je pense qu'aux côtés d'Édouard Philippe, nous avons aujourd'hui, sans doute avec des partenariats très forts que nous avons construits dans ce socle commun, dans nos relations avec Bruno Retailleau par exemple, la capacité
à apporter un président de droite affirmé à notre pays, à ne pas être confronté à ce que vous proposez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que peut-être que ce grand moment de clarification qu'on est en train de vivre, en ayant cette posture-là, en refusant de répondre à ces questions, vous allez le rater, ce train? Parce qu'en 2024, les candidats Horizon se sont retirés pour faire élire des candidats de la France Insoumise. Alma Dufour a été élu parce que le candidat Horizon s'est retiré. Comment vous voulez nous dire aujourd'hui que LFI est la principale menace quand votre parti a contribué au fait qu'il y ait des insoumis à l'Assemblée nationale? Nous ne sommes pas en 2024. Nous sommes en 2025. Nous étions dans la configuration d'une dissolution que nous n'avons pas voulu. Et c'est bien parce que nous avons vécu douloureusement cette dissolution qui était une des pires des erreurs qu'ait pu connaître M. Emmanuel Macron, président de la République française. Donc c'était une erreur ? Qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas d'une nouvelle dissolution qui serait de nouveau une erreur, qui nous confronterait au choix sur lequel vous m'interrogez aujourd'hui. Donc voilà, de manière très claire, on a une attitude, on a des revendications qui sont celles de doter notre pays d'un budget pour ne pas voir les marchés s'effondrer, pour pouvoir aller rapidement à une élection présidentielle derrière ce budget dans des conditions techniques et derrière cela, enfin faire les réformes dont notre pays a besoin de toute urgence. Si pour vous la sécurité et la lutte contre le narcobanditisme que je subis dans un certain nombre de quartiers, c'est pas une urgence et que ça peut attendre 2027, pour moi ça ne peut pas attendre 2027. Les choses sont claires. Merci beaucoup. Ça ne peut pas attendre 2027. Merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous, maire de Nice, vice-président du parti Horizon.